Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marie-Martine Schins. Bonjour. Bonjour. Alors, rentrée scolaire du primaire la semaine dernière, du secondaire cette semaine. Donc, on a beaucoup de choses à parler avec vous. Mais tout d'abord, question d'actualité. Vous avez entendu ce qui s'est passé, évidemment, avec Caterpillar fin de semaine dernière. Et aujourd'hui, les annonces d'emplois perdus chez AXA. Ça fait une mauvaise rentrée au niveau social. Oui, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous profondément, puisque je pense que aussi bien à Charleroi qu'ici au siège de Bruxelles pour AXA, on connaît tous l'un ou l'autre des travailleurs qui sont touchés, leurs familles. Et donc je pense qu'on doit vraiment reprendre ce message qui est ressorti de la part de différents responsables dans les partis politiques, c'est l'union sacrée. Pour Caterpillar, il faut pouvoir récupérer ce qui a été perçu, récupérer peut-être les terrains, suivre évidemment l'accompagnement des travailleurs dans le cadre de la procédure Renault et réfléchir aussi de manière très claire et agir pour l'impôt des sociétés, alors qu'on entend au niveau du gouvernement MR-NVA, je trouve un peu de cacophonie, des fuites dans la presse. C'est pas ça qu'on demande aujourd'hui, c'est cette union sacrée justement, la réforme de l'impôt des sociétés et un travail aussi pour l'accompagnement des travailleurs. Alors, nous sommes tous bruxellois, c'est ce qu'a dit votre président, oui. Benoît Ludgen, lors de la fête des familles hier. Et justement, cette fête des familles, il la tenait à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes devenu tout d'un coup un parti hyper bruxellois, le CDH? Mais je pense qu'on a des mandataires dans la région bruxelloise, dans la région wallonne, mais on est tous attachés à notre capitale. Et je pense qu'y aller, faire une fête des familles dans ce parc du cinquantenaire, c'est aussi un signal qu'on doit continuer, malgré le fait qu'on est dans une période troublée. On doit continuer, non pas être dans la peur ou dans le repli, mais on doit continuer à être dans l'engagement, dans la participation, aussi dans la convivialité. Et c'était le cas hier. On était avec Jean-Luc Fonck de Stella, énormément de mandataires, qu'ils soient wallons ou bruxellois. Et cet engagement, cette participation citoyenne, on la vivait hier aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu côté belgicain, de vieille Belgique aussi, qui renaît au CDH? Mais je crois que ce n'est pas qu'au CDH. L'esprit belge, on veut tous le défendre. Et peu importe la ville dans laquelle on est. Récemment, à Verviers, pour citer la ville aussi d'où je suis originaire, des jeunes mandataires, tout partis confondus, disaient on doit faire revivre nos villes, on doit continuer nos activités, on doit continuer à se rassembler, on doit vivre ensemble. Et c'est ça aussi qu'on souhaite pour Bruxelles. Alors, en matière de vivre ensemble, même si ça n'a pas grand rapport, le futur recteur de l'Université libre de Bruxelles s'insurge, lui, parce qu'il y a un rapprochement entre UCL et Saint-Louis. Et il trouve que ça ne va pas dans le sens de l'histoire, parce qu'il faut penser région, c'est-à-dire bassin, Bruxelles, donc, plutôt que penser pilier, c'est-à-dire le libre contre le public. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense qu'il faut des synergies aux différents niveaux et entre aussi bien les régions que les différents réseaux d'enseignement. Et c'est à ça qu'on travaille à travers le Pacte pour un enseignement d'excellence. Ici, vous me citez l'exemple évidemment du supérieur, mais dans le secondaire, l'objectif du pacte, c'est bien sûr d'avoir davantage de synergie entre les réseaux en fonction des réalités socio-économiques dans lesquelles on se trouve, mais aussi en fonction d'autres enjeux, qui soient des enjeux plus pédagogiques par exemple. Et ici, si par exemple les deux universités ont eu envie vraiment de pédagogiquement se mettre ensemble, moi je pense que ça reste encore leur liberté et ça n'empêche pas qu'il y ait des synergies, des concertations avec les autres. Donc l'aspect région ne doit pas passer au-dessus de l'aspect pédagogique? Mais non, voilà, pour moi les deux peuvent être tout à fait compatibles et il faut arrêter aussi, j'entends beaucoup ce discours sur la régionalisation de l'enseignement, il faut arrêter avec ce discours tout fait, il ne faut pas croire qu'on va améliorer forcément le modèle. On peut être efficace, on peut rationaliser en restant dans le système actuel plutôt que de refaire tout le temps de la tuyauterie institutionnelle. Alors justement, en matière d'être efficace, en secondaire, le décret inscription, la mixité, votre partenaire PS, Rudy Vervoort, a dit qu'il fallait évaluer ce décret parce que la mixité à Bruxelles, ça ne marche pas. Et vous préférez créer de nouvelles écoles à Bruxelles. Vous ne dites pas exactement la même chose. Alors on ne dit pas la même chose, mais ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'il y a des évaluations d'abord qui existent sur le décret inscription. Ça, c'est le premier élément. Il y en a tous les 2 ans qui sont réalisés par la commission de pilotage. Et ils ont déjà travaillé sur justement ce fameux premier degré, le parcours de l'élève quand il arrive dans une école, comment est-ce qu'il évolue et comment est-ce qu'il avance dans cette école. Ça, c'est le volet évaluation. Mais moi, je prétends que le décret inscription n'est pas le problème en lui-même, que le problème à Bruxelles et dans d'autres zones où il y a parfois une forte tension démographique, c'est la place qu'on laisse au choix des parents, la liberté dans ce choix. Et la liberté, elle est plus grande si on crée plus de places. Il y a des communes où il y a une très forte tension entre l'offre et la demande. On va disposer très prochainement d'une étude de l'administration commune par commune pour Bruxelles, arrondissement par arrondissement pour la Wallonie, avec justement cet écart
entre l'offre et la demande. Et à mon sens, on doit créer davantage de places qui répondent à la demande, aux attentes des parents et des enfants, et davantage de places en fonction évidemment de la tension démographique. Donc pour vous, ce décret n'est pas un décret fait pour améliorer la mixité. Ce décret était au départ créé, il vient quand même, je le rappelle, des décrets Arena et Dupont, et puis ils ont été améliorés parce qu'on avait des fils et des bulles énormes à cause d'inscriptions multiples. Il est fait au départ pour créer une transparence et une égalité d'accès au niveau du traitement de l'accès à l'enseignement secondaire. Et en ça, tous les acteurs, et j'ai rencontré beaucoup d'associations de parents, évidemment, je suis attentive à ce qui est vécu sur le terrain, et parfois c'est très difficile, c'est vrai, quand on n'a pas une école qu'on avait posée dans ses choix, mais ce que eux tous reconnaissent également, c'est que la transparence, elle est faite aujourd'hui. Maintenant, je ne suis pas du tout fermée, loin de là, à des améliorations. C'est la première fois que notre partenaire se prononce en faveur d'une évolution. Et moi, s'il y a des améliorations consensuelles, bien sûr, je suis pour, mais que ça donne davantage de liberté de choix pour les parents et pas davantage de contraintes. Alors, vous dites créer des écoles, des classes supplémentaires, mais on voit qu'il y a des écoles qui sont vides en secondaire parce que certaines écoles ont une mauvaise image, parce que souvent, ce sont des écoles qui ne proposent que du qualifiant après la troisième et les parents ne veulent pas mettre leurs enfants là en général. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de marketing scolaire ? Je ne parlerai pas de marketing, mais c'est vrai que parfois l'image qu'on a d'une école est tout à fait fausse aussi. Et que dire que c'est à cause du décret, je pense que c'est quand même faire injure à toutes les équipes qui travaillent au quotidien dans ces écoles et qui s'y engagent, qui s'y investissent pour les élèves. C'est à cause de quoi alors ? Je pense qu'il ne faut pas tout reporter non plus sur la faute de l'école. Parfois, en fonction du quartier, de l'urbanisation, de la manière dont la ville a aussi organisé son territoire, on se rend compte que certaines écoles sont moins fréquentées que d'autres. Donc, ne reportons pas tout sur l'école. Bien sûr, travaillons, et c'est ce qu'on fait dans le cadre du pacte d'excellence, pour améliorer l'attractivité des différentes écoles et améliorer la qualité de notre enseignement. Mais nous ne sommes pas non plus les seuls acteurs responsables. Je pense que les communes et les régions ont aussi un rôle important à jouer en matière d'équipement, en matière de projets pédagogiques aussi, et surtout en matière d'urbanisme et de gestion des quartiers. Alors, en matière de réforme de titres et fonctions, on en a parlé pas mal ces derniers jours, il y a quand même beaucoup de chaos dans cette rentrée. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir mieux anticipé ces passages de professeurs qui n'ont pas nécessairement le titre ou la fonction requise ? Est-ce qu'il n'y a pas un mea culpa à faire ? Alors, ce qui est sûr, c'est que cette réforme, elle a été votée en 2014. Donc, on savait qu'elle allait arriver. Les pouvoirs organisateurs, les directeurs d'école... Mais les directeurs d'école et les pouvoirs organisateurs étaient informés des différents changements. Oui. Donc, c'est de leur faute. C'est vrai, c'est pas de leur faute. Simplement, l'information aurait peut-être pu être plus précise sur certains points. Forcément, on est dans une réforme qui est évolutive. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle fonction se crée ou que des nouveaux titres arrivent, des nouveaux titres liés aux formations qui sont prodiguées par l'enseignement supérieur, on doit pouvoir faire évoluer cette réforme et c'est ce qui est prévu à travers la CityCap, c'est encore un acronyme, mais c'est la fameuse commission des titres de capacité qui suit au quotidien la gestion de la réforme. Alors comme toujours, c'est vrai, au moment où une réforme se met en place, on rencontre des cas qui n'avaient pas forcément été prévus. On en a anticipé un maximum en votant également avec le Parlement, et je les remercie, des amendements au mois de juillet qui ont permis d'éclaircir tout un tas de situations. On continue encore aujourd'hui à être très attentif à ce qui se passe, parfois à des cas très particuliers, à ce qui se passe dans les écoles, avec parfois, les secrétaires de direction aussi. Oui, on se rend compte, parfois il y a un manque de personnel du côté de l'administration de la fédération. Il n'y a pas assez de gens, donc il y a peut-être des leçons à tirer de tout cela. Notamment parce que c'est vrai, quand on met en place une réforme, peut-être qu'au niveau du moment précis des 2-3 mois nécessaires, on pourrait imaginer renforcer les équipes. On ne l'a pas fait cette fois-ci, mais c'est vrai qu'on va évaluer bien sûr aussi la mise en place de cette réforme parce qu'elle est un bon exemple de ce que ça pourrait donner quand on va introduire de nouveaux changements à partir du moment où les choix auront été opérés. Justement, parlons-en, le pacte d'excellence. Quand va-t-il atterrir et comment ? Avec des moyens supplémentaires ou sans moyens supplémentaires ? On ne comprend plus très bien entre ce que vous dites et ce que le ministre-président de Mode dit. Alors, pour être clair. Pour ne pas parler peut-être d'atterrissage, je voudrais d'abord dire une chose, c'est que bien sûr les décisions seront prises cette année sur le pacte. Avant la fin de l'année. D'abord l'avis du groupe central, donc les acteurs du pacte qui va arriver, cet avis au mois de novembre, enfin l'automne, on suppose fin octobre-novembre. Et puis le gouvernement s'en saisit. Moi je compte aussi impliquer le Parlement pour recevoir aussi son avis. Et puis alors on prend les décisions, mais on inscrit ces décisions. Et c'est là toute la particularité du processus. On inscrit ces décisions dans la durée. Tous les pays qui ont réussi une évolution importante de leur enseignement l'ont fait en inscrivant ça dans la durée et avec un consensus le plus large possible. Alors, en fonction de cette durée, bien sûr, il y aura
des phasages, du court, du moyen, du long terme. Alors, c'est en ça que ce que Rudy Demotte a dit la semaine dernière et ce que je dis depuis le début ne sont pas non plus incompatibles. Si, à un moment donné, quand on prend des décisions, on voit qu'il faut des moyens budgétaires complémentaires, bien sûr, on les dégagera. Mais je tiens quand même à dire que former des générations futures, c'est aussi être responsable pour les générations futures. Et donc, l'objectif n'est pas de creuser davantage, par exemple, la dette. Et c'est un peu ce qui était sous-entendu dans l'article. Mais moi, je voudrais inviter tout le monde à prendre ses responsabilités. Il y a aussi la question des bâtiments scolaires. On en a parlé dans le cadre du décret d'inscription et de la création de places. Je pense que là aussi, on a un enjeu essentiel. Et que d'ailleurs, les acteurs du pacte ont sorti en disant ça, c'est quelque chose sur lequel il faut avancer tout de suite. Et donc, moi, j'ai demandé pour le prochain conclave des moyens complémentaires récurrents. Il y a eu ce plan d'urgence en 2013, il était très bien, il a donné un peu d'air. On doit maintenant, chaque année, prévoir des budgets qui vont courir jusqu'en 2022. En fait, ce que je retiens, c'est que vous êtes compatibles, PS et CDH, à la fois au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec la région. Mais tout à fait. Il n'y a pas de problème entre vous. Non, et je ne demande pas mieux d'ailleurs de rencontrer M. Vervoort sur des propositions concrètes qu'ils auraient par rapport au décret d'inscription. Et sur les questions budgétaires, j'ai régulièrement Rudy Demotte en ligne. Et donc, on est tout à fait en phase. Si à un moment donné, il faut des moyens complémentaires pour le pacte, on les dégagera. Mais travaillons d'abord, et c'est les acteurs du pacte qui le font, travaillons d'abord à avoir un consensus sur les mesures à prendre et sur le phasage. Merci Marie-Martine Schins. Demain, je recevrai, ce sera une autre musique avec Françoise Berthiaud. Bonne journée à tous.